Autre affaire que nous allons aborder aujourd'hui, celle d'Alban. Aveuglé par l'amour, Alban, que je vais recevoir dans un instant, a été escroqué et humilié. En effet, il y a 10 ans, le jeune homme a été embrigadé dans l'un des mouvements sectaires les plus dangereux du monde, la secte Ashram Shambhala. Tout commence en fait lorsque Alban, alors âgé de 26 ans, voit son rêve s'envoler. Par manque d'argent, il doit fermer définitivement la librairie marseillaise. N'ayant que très peu d'amis, le libraire est au plus mal et s'isole petit à petit. Mais un jour de juin 2010, il reçoit un message qui va bouleverser sa vie. Une professeure de yoga, prénommée Soledad, le contacte sur les réseaux sociaux. Elle lui demande de l'aide pour trouver une salle d'activité et un appartement dans la région marseillaise pour une chamane qui doit bientôt arriver. Sans se poser de questions, Alban déploie tous ses moyens pour venir en aide à cette parfaite inconnue qui ne le laisse pas indifférent. Mais ce qu'Alban ignore, c'est qu'il vient de tomber dans le piège de l'une des sectes les plus dangereuses du monde. Jour après jour, cet ancien libraire va se donner corps et âme pour satisfaire Soledad. Et il va rapidement devenir un membre actif à part entière de cette secte réputée totalitaire, destructrice et immorale. Avant de recevoir Alban en direct sur ce plateau, retour sur ce moment où sa vie a basculé. Nous sommes à Marseille, dans le sud de la France. C'est ici que vit Alban, un jeune homme de 26 ans. Il n'a pas beaucoup d'amis et vit exclusivement pour sa librairie. Mais en décembre 2009, suite à des problèmes financiers, il est dans l'obligation de mettre la clé sous la porte. Et pour lui, c'est une catastrophe. Cette idée le plonge dans un profond désarroi. Mais la chance semble à nouveau lui sourire. Quelques mois plus tard, en juin 2010, Alban reçoit un message d'une professeure de yoga sur les réseaux sociaux. Elle lui demande son aide car elle cherche une salle d'activité et un appartement pour une grande chamane qui arriverait bientôt dans la région. Séduit par son discours et sa manière de voir la vie, Alban accepte. Et en seulement 3 jours, il trouve un lieu pour la conférence chamanique. Alban ne le sait pas encore, mais il vient de tomber dans les griffes de Ashram Shambhala, l'une des sectes les plus dangereuses au monde. Fondé en Russie en 1989, ce mouvement est décrit par les experts comme totalitaire, immoral et particulièrement destructeur. 4 jours après avoir été contacté par cette jeune femme, Alban se rend donc avec ses parents à la conférence. Et pour la première fois, il découvre Soledad, une femme qui se présente comme étant chamane sibérienne. Envoûté par son discours, Alban décide de s'inscrire au stage qu'elle donne dès le lendemain. Et il développe une fascination totale pour elle. Soledad, de son côté, voit en lui un bon disciple pour le mouvement. Elle lui confie donc de plus en plus de missions. Rapidement, Alban devient le responsable des activités de Ashram Shambhala en France. Et il se plie en 4 pour satisfaire les demandes de la chamane. C'est ainsi qu'en mars 2011, Alban se retrouve en Espagne pour un stage qui lui coûte 5 000 €. Pendant 3 jours, le jeune homme doit se soumettre aux exigences des chefs de clan. Il dort peu, mange peu, et ses journées sont rythmées par des exercices physiques très intenses et des bains d'eau froide. À son retour en France, Alban est plus investi que jamais dans sa nouvelle famille spirituelle. Tombé fou amoureux de la chamane, il décide même de lui déclarer sa flamme en avril 2011. Et contre toute attente, elle lui dit partager ses sentiments qu'elle compare à ceux qu'elle ressent pour l'un des chefs spirituels de la secte. Malgré sa frustration d'être mise en concurrence, Alban reste subjugué par cette femme. Au fil des mois, Soledad l'isole. Elle fait germer en lui l'idée qu'il doit s'éloigner des personnes extérieures. Alban se coupe alors peu à peu de tous ses proches. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Alban.
Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Est-ce que pour résumer cette histoire qui vous est arrivée, je pourrais dire qu'au fond c'est une histoire d'amour au départ, qui a mal tourné? Oui, moi je l'ai vraiment vécu comme une histoire d'amour et je l'avais écrit au début comme une histoire d'amour avant de me rendre compte vraiment de tout ce qui avait été en jeu et de tout ce que j'ai pas voulu voir, obstinément pas voulu voir pendant un certain temps. Vous tombez, c'est presque un coup de foudre d'ailleurs hein, pour Soledad, Oui. pour cette femme que vous ne connaissez pas au départ. Qu'est-ce qu'elle vous demande de faire? C'est ce qu'on a du mal à comprendre en fait, parce que vous allez découvrir petit à petit que c'est une secte, mais comment elle arrive à vous entraîner là-dedans? Il y a toujours un peu le langage, mais qui a été très utilisé un peu par tous les membres du mouvement, c'est-à-dire le langage de nous dire qu'on était, on était particuliers, on était spéciaux, on avait de la chance, on était un côté comme ça, et donc qu'ils allaient nous confier une grande mission. Mais finalement, la grande mission, c'était de tout faire pour eux et de leur obéir aveuglément sans chercher à savoir, puisqu'ils disaient que pourquoi ils nous demandaient ça, c'était, on pourrait pas comprendre, quoi, parce que c'était des personnes hautement spirituelles et on pourrait pas comprendre ce qu'elles faisaient, mais qu'il fallait leur obéir et leur faire confiance, voilà. Mais vous, au-delà de l'histoire d'amour, parce que ça c'est une justification en soi, la façon dont ça s'est passé et pourquoi vous avez suivi cette femme, mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce qu'elle vous proposait? Il y avait pas mal de choses en fait qui m'ont plu. Déjà la personne, on va dire toute sa façon d'être, sa façon de parler, de s'exprimer. Quand on l'a vu vraiment en conférence comme ça, mais même quand je l'ai vu simplement arriver, rien que sa façon de se déplacer, j'avais jamais vu une personne comme ça. Je trouvais qu'il y avait, je sais pas, comme si c'était un peu une princesse de Walt Disney là, qui a les oiseaux qui volent autour d'elle quand elle marche. On a quelque chose comme ça que je connaissais pas et qui était vraiment fascinant. C'est vraiment de la fascination. Et puis après. Et dans son discours en fait. Oui. Qu'est-ce qu'elle disait en fait? Elle disait qu'elle allait vous emmener vers quoi? Vers le bonheur, vers... Ah oui, tout simplement. D'ailleurs, ça s'appelait l'Académie du Bonheur aussi, un autre nom de l'organisation. Donc c'était vraiment ça. On disait, elle parlait de Nouvelle Éden, de choses comme ça, qu'on allait recréer le paradis sur Terre et qu'on avait entre les mains des exercices spirituels très puissants qui faisaient que grâce à nous, on allait changer le monde, quoi. Vraiment, c'était ça. Et puis on était connectés en plus aux quatre coins de la planète à une famille spirituelle. Donc il y avait un côté... voilà, on y croyait, quoi. Enfin, moi, j'y croyais à fond. Oui, bien sûr. En tout cas, qu'est-ce que vous faisiez alors? C'est quoi? C'était des prières? C'était quoi? Il y avait des espèces de prières. Il y avait surtout beaucoup d'exercices physiques et des choses un peu bizarres, comme par exemple, elle mettait de la musique techno à fond et puis il fallait danser un peu soi-disant pour chercher la transe chamanique. Mais enfin bon, c'était danser dans tous les sens, comme dans une rave party, un peu. Voilà. Et puis beaucoup de privations, donc très peu manger, très peu dormir. Et puis, par exemple, là, il y avait question des bains d'eau froide qu'on faisait le matin et tout ça, mais il y avait aussi se lever la nuit et puis se faire une douche bouillante, puis glacée, par exemple, et se lever à minuit, à 1h du matin. Enfin bon. Mais ça vous plaisait? Pendant certaines périodes. Mais... Ça vous plaisait? Ah non. Mais... On va dire que c'était par amour, je trouvais, j'avais un côté romantique où je trouvais que par amour se dépasser et faire des choses comme ça, ça avait un côté, oui, qui me plaisait pour ce côté-là, de voir jusqu'où on pouvait aller à se remettre en question, puis dire peut-être que, après tout, elle a raison, peut-être que le confort c'est pas bien, qu'il y a une autre voie, qu'on va accéder à autre chose. Enfin bon, un espèce de langage comme ça. En général, quand il y a des sectes, très souvent, il y a à peu près deux motivations, l'argent ou le sexe. C'était quoi les motivations là? L'argent et le sexe, l'argent ou le sexe, ou aucun des deux? Ah bah les deux à fond, hein, c'est sûr, oui. Mais bon, les activités étaient très très chères, les grands maîtres. Vous payez pour les activités? Oui, vous avez payé? Moi, quand je les organisais en France, après, je les payais pas. Mais par exemple, mais bon, ça c'est moi aussi. Là, je vais dire, je sais pas si vraiment on me l'a demandé ou si c'est moi qui, dans mon esprit, on va dire, du côté de faire ça pour la personne, je payais, par exemple, son hébergement quand il y en avait un, parce que la plupart du temps, je trouvais des personnes qui l'hébergeaient gratuitement. Mais quand il y avait des choses à payer, des fois, je les payais moi, même sans même qu'on me le demande. Ouais. Mais quand j'ai assisté, par exemple, à des stages là, pour adeptes, vraiment, ou en Espagne, ou en Ukraine, ou en Géorgie, là, c'était très cher, effectivement, 5 000 € les 3 jours. Et vous aviez les moyens de payer ça? Parce qu'on a compris que vous aviez perdu votre emploi. Vous faisiez comment? Enfin, vous tapiez dans vos économies C'est ça, oui, j'avais de l'argent de côté que j'ai tout mis jusqu'à temps qu'il n'y ait plus... oui. Alors ça, c'est pour l'argent. Et côté sexe, qu'est-ce qui se passait? Alors, il était toujours beaucoup question de sexe dans ce mouvement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé le livre Bisounours avec le jeu de mots au pays des sexes. Parce que on nous parlait toujours, même quand on parlait de spiritualité, de prière et tout ça, on disait toujours qu'il fallait utiliser l'énergie sexuelle et que surtout la femme, et surtout entre 13 et 20 ans, elle avait une énergie sexuelle débordante. Entre 13 et 20 ans? Oui. Ah oui. Soi-disant, mais je l'ai pas lu, hein, le livre du créateur, du gourou créateur qui est incarcéré en Russie. Il dit qu'il encourage les hommes à avoir un maximum de relations sexuelles avec des femmes d'entre 13 et 20 ans.
Mais vous en avez eu? Ah non, mais moi j'ai pas trop connu du tout ce... Ouais. La plupart du temps, moi j'organisais des stages qui étaient en France. Et c'est vrai que... Mais c'est-à-dire que c'était pour le gourou, les relations sexuelles? Uniquement, c'est ça? C'est lui qui les avait? D'après ce que je vois, oui. Enfin, moi, c'est-à-dire, moi, j'ai jamais été... Moi, j'ai été témoin d'espèces d'orgies sans pénétration, on peut dire qu'il y avait, ou qu'on faisait tous ensemble dans des grands groupes. Mais après, moi, j'ai jamais vu de toutes les choses qu'on lit sur Internet, des témoignages ou tout ça, de ce qui a valu des procès. Mais ces orgies, c'était organisé en France? Non, ça c'était dans les stages pour adeptes. Non, en France c'était assez light. C'était du tantra un peu, mais bon, ça restait toujours très light. Et quand je voyais en plus que ça pouvait déraper un peu, j'essayais de faire des signes en disant de pas aller. Et en fait, ces orgies, on disait quoi? C'était pour un échange d'énergie, je suppose, des mots comme ça Ah oui, c'était pour stimuler l'énergie, parce que fallait toujours être au taquet. Donc fallait pas dormir, fallait pas manger, tout ça pour toujours être au taquet. Et pour être toujours au taquet aussi, il disait fallait stimuler l'énergie sexuelle. Donc voilà. Maître Florence Froisse, c'est condamnable ça ou pas? Ou au fond, chacun fait ce qu'il veut et va. Et s'il a envie d'adhérer à ce style de vie, peut le faire. C'est un peu comme tout, ça dépend exactement ce qui s'y produit, ce qui s'y fait, comme vous avez posé la question, Jean-Marc. Là, ce qui est décrit, a priori, il n'y a rien de condamnable. Oui, enfin ça. À part les jeunes filles, mais. Oui, alors bon, voilà, si tout dépend de ce qui s'y faisait exactement. Après, il y a probablement eu des plaintes parce qu'il y a probablement des gens qui ont été embrigadés. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y avait tout un facteur financier, notamment. Donc peut-être sur la base d'un abus de faiblesse, parce que vous avez quand même été approché, vous, à l'origine, d'après le récit, qui en effet, parce que vous étiez en état de faiblesse, vous veniez d'avoir des déconvenues financières et professionnelles, et donc on est venu vous chercher à un moment où vous étiez en état de faiblesse. Donc ça veut dire que de toute façon, après, quelles sont les incidences? Vous dites que vous avez dépensé vos sous, toutes vos petites économies. On peut considérer que c'est son choix. Ça peut être son choix. Après, ce qui était le cas d'ailleurs à cette époque, c'était votre choix. Ah oui, c'est vrai qu'en plus toujours rétrospectivement, après on me présente comme une victime et tout ça. Moi je dis, je sais jamais trop parce que victime, j'ai l'impression toujours de faire les choses en plus par amour, de faire après. Il y a toute la manipulation. C'est plus manipulé en fait. C'est ça. Vous êtes plus manipulé. C'est beaucoup la manipulation des sentiments parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans les autres pays, sur les autres continents et tout ça, c'était des femmes. Elles avaient des sentiments amoureux pour le maître spirituel homme, ou alors c'était des hommes, ils avaient des sentiments amoureux pour le maître spirituel femme. Il y avait toujours une relation comme ça qui se créait. Oui, mais après, qu'est-ce que ça engendre? Parce que sous couvert des sentiments, on peut faire des tas de choses, et de la manipulation, on peut faire des tas de choses à des gens, notamment dépenser de l'argent de façon outrancière, avoir des actes sexuels qui sont un peu... Enfin voilà, ça peut aller loin. Mais là, docteur Stéphane Clerget, ce qui est intéressant, c'est la manipulation psychique, au fond. C'est-à-dire qu'il était dans un état de faiblesse, une jolie fille, il tombe amoureux, du coup il est prêt à faire beaucoup de choses pour elle, et puis les choses tout à coup prennent de l'importance, il tombe dans une secte. Voilà, il y a tout un cheminement au fond. Oui, c'est bien que vous en parliez, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, il y a vraiment beaucoup de victimes. Alors oui, il y a évidemment des personnes qui sont facilement vulnérables, parce que ce sont des mineurs, des adolescents, parce que ce sont des personnes qui ont des troubles psychiatriques où on est extrêmement influençable, par exemple des personnes psychotiques, mais aussi simplement des personnes déprimées. C'est-à-dire que le simple fait d'être déprimé, isolé, favorise ce type de menaces. Mais il y a aussi des personnes sans troubles psychiatriques, mais pas très bien, et surtout seules, qui peuvent se faire manipuler. La solitude fait en général idéal. Mais parce que c'est étonnant, parce que quand on voit Alban, je suis désolé, vous êtes là, mais je parle de vous, mais quand on voit, vous semblez équilibré, vous avez des réflexions qui sont sensées, qui sont posées, et c'est toujours là où on se dit, mais enfin voilà, c'est comment il a pu tomber là-dedans? C'était aussi il y a plusieurs années, mais... C'est-à-dire vous étiez moins équilibré et... je sais pas, ça je peux pas en juger, mais disons que je pense que j'avais une vision de la vie plus... Enfin, une certaine naïveté, j'aime pas trop le mot, mais c'est pour ça que je dis bisounours d'ailleurs, parce que oui, une certaine naïveté, une certaine candeur, en tout cas je dirais peut-être plus que naïveté. Donc voilà, le truc où on me dit, voilà, c'est magnifique, vous y croyez? On va sauver le monde et tout ça, je me dis, ah bah oui, c'est possible, quoi. Alors c'est comme la jeune fille qui croit... concrètement, qu'est-ce que vous faites, quoi. C'est comme la jeune fille qui croit au prince charmant, quoi. C'est ça, un peu ça. Mais moi j'ai cru vraiment rencontrer la princesse charmante. Donc c'est un peu pareil. En tout cas, sous emprise, vous ne comprenez pas tout de suite que la secte dont vous faites partie est pourtant très dangereuse. Vous apprenez que son créateur, Constantin Rudneff, a été arrêté pour viol. Mais une nouvelle fois, Soledad va parvenir à vous rassurer et c'est finalement une déception amoureuse qui va vous faire ouvrir les yeux.
En juillet 2011, Konstantin Rudnev, le créateur du mouvement Ashram Shambhala, est auditionné en Russie. 16 membres du groupe ont décidé de porter plainte. Le leader est accusé de forcer ses disciples à participer à des orgies en utilisant de la drogue, en les affamant et en les privant de sommeil pour arriver à ses fins. Il est donc poursuivi pour viol, agression sexuelle et vente de drogue. Au même moment, Alban se rend en Ukraine pour assister à un stage donné par Soledad. Mais en arrivant sur place, il apprend que Konstantin a été arrêté. Inquiet, il décide d'en parler à la chamane. Elle lui raconte alors qu'il y a une cassure dans le mouvement et qu'il s'est séparé en 2 groupes. Le leur serait la voie la plus pure. Et l'autre, le groupe mené par Konstantin, tenterait de souiller leurs pensées. Mais Alban sent bien que quelque chose ne va pas. Persuadé que Soledad et lui se font manipuler, il décide de mener son enquête. En novembre 2011, le jeune homme se rend donc en Géorgie pour récupérer le plus de preuves possibles contre cette secte. Et à son arrivée, ses soupçons se confirment. Le dirigeant est tyrannique et chaque matin, il force tous ses membres à se prosterner à ses pieds en lui disant « Je t'aime ». Pour Alban, c'en est trop. Il décide d'alerter Soledad sur les choses étranges qu'il a vues. Et à nouveau, la jeune femme va dans son sens. Elle lui répond qu'elle aussi a des doutes et qu'elle souhaite quitter le groupe pour vivre avec lui. Pour Alban, le rêve devient enfin réalité. Mais à la fin du mois de juillet 2012, tout s'écroule. La chamane décide de le quitter pour son meilleur ami. C'est le coup de grâce pour le jeune homme qui ouvre enfin les yeux. En septembre 2012, il décide donc de quitter définitivement le groupe sectaire d'Ashram Shambhala. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec Alban qui est toujours en direct avec nous. On l'a compris, au fond, c'est cette histoire d'amour qui se termine qui fait que vous ouvrez les yeux. Vous ne les auriez pas ouverts, vous pensez autrement ? Je pense quand même que c'est le voyage en Géorgie qui m'ouvre vraiment les yeux. Mais c'est-à-dire qu'après, il y a toujours ce truc où je crois toujours ce que Soledad me dit. Et ça, effectivement, il faut qu'il y ait la déception amoureuse pour que je puisse la voir autrement que comme quelqu'un qui a toujours, enfin, quelqu'un qu'il faut croire et que c'est mon rapport à elle qui change à ce moment-là. Mais déjà, le mouvement, déjà en Géorgie, pour moi, c'est déjà. C'est quoi le choc en Géorgie ? C'est ce qui a été raconté, mais même d'autres choses. C'est vraiment, on nous fait travailler toute la journée, enfin depuis 6 heures le matin, dans des bâtiments qui sont pas chauffés. C'est l'hiver en Géorgie, il fait très froid. Et puis on nous fait travailler dans de la menuiserie, des choses comme ça, alors que soi-disant Soledad avait payé en plus pour mon séjour. Donc j'étais censé être un invité, mais on était obligé de travailler de très tôt le matin ou 4 heures le soir dans des tâches que je savais pas faire et tout. Donc il y a tout un truc. L'exploitation, vous sentez exploité à ce moment-là. Oui, puis il y a un harcèlement, puis on nous répète toujours, enfin le gourou là comme ça, il parle qu'en russe. C'est traduit, mais il y a un mot qui nous dit toujours, c'est stupide, stupide, stupide. Et puis c'est vraiment, il met toujours les gestes comme ça, il désigne les gens. Alors il y avait des très jeunes filles qui étaient là dans le groupe en plus, et vraiment, il prenait un malin plaisir pour les gronder pour n'importe quoi, mais vraiment les humilier, vraiment être complètement infect. Et puis il y avait ce rapport effectivement où on mangeait, enfin. Ce qu'on avait à manger, c'est-à-dire pas grand-chose, en face de lui qui mangeait lui plus, mais en plus avec une très jeune femme qui lui donnait la béquée, parce que lui, en tant que maître spirituel, il ne peut pas toucher à la nourriture, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le touche. Et voilà, quoi, il y avait ce truc où et je voyais les autres qui étaient là, qui pensaient même pas à manger, mais qui le regardaient manger en faisant ah. Je me suis dit non mais là c'est la caricature quoi. Je veux dire c'est là par exemple ma mère qui me disait non mais au début tu vois pas c'est horrible et tout ça. Là je me dis je sais même pas s'ils avaient pensé pire que ce que ça pouvait être là. Donc je me dis là c'est pas possible quoi. Là j'en reviens pas. Quand vous allez quitter la secte en 2012, vous allez découvrir des choses sur Soledad en fait et en particulier sur les stages qu'elle organisait. Vous allez découvrir qu'en fait, elle avait monté une maison close. Oui, mais ça, je vais le découvrir en fait par un journaliste français qui a enquêté sur le. Ouais. Et c'était des stages de prostitution.
qu'elle faisait. Des stages, oui, en tout cas, c'était une école de féminité qui s'appelait comme ça. Et pourtant, on m'avait dit qu'il y avait plein de pièces où on n'avait pas le droit d'aller, que c'était un peu bizarre. Mais jamais j'aurais pensé à un truc pareil. Mais vous lui en voulez à vraiment, Soledad? C'est difficile, je sais pas. Je sais pas. Je me dis qu'il y a des choses que j'ai pas dû comprendre. Et puis, je me dis que c'est moi aussi qui ai voulu y croire obstinément. Donc, je pense que j'ai mes torts aussi. C'est difficile. J'en ai beaucoup plus voulu à mon meilleur ami, dont il a été question là comme ça, parce que lui, c'était beaucoup plus facile de lui en vouloir qu'à elle. À elle, je crois pas que je lui en veuille, mais... Vous l'aimez encore? Non. Mais il a fallu que je rencontre quelqu'un d'autre quand même, parce que tant que j'avais pas rencontré quelqu'un d'autre, je pouvais pas dire que je l'aimais pas, que je l'aimais plus. Mais elle vous a trompé quand même. Elle vous a pas trompé, je parle pas physiquement, mais je dis elle vous a trompé en vous faisant croire que c'était une belle secte, etc. Et elle faisait des stages de prostitution pendant ce temps. Il y a une arnaque quand même. Ah oui, c'est ça. Je peux dire oui, en vouloir. Enfin, c'est peut-être un grand mot. C'est pas vraiment de la rancune, mais c'est vrai que oui, sur la tromperie, oui, évidemment, forcément, oui. Bon, en tout cas, Alban, vous avez écrit un livre où vous racontez ces 2 années au sein de cette secte. C'est un ouvrage qui est intitulé Un bisounours au pays des sextes. Voilà, petit jeu de mots, on voit la une de cet ouvrage paru en 2018 aux éditions Books on Demand. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau.